Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Patrick Rabarison, responsable du service de lutte antivectorielle à l'ARS. Bonsoir. Bonsoir. Alors la saison des pluies s'installe tout doucement, avec elle la crainte de voir les moustiques proliférer. Et justement, pour éviter tout risque sanitaire qui serait lié, des précautions sont à prendre. Vous nous direz lesquelles et comment tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va aller direction avec vous le port de Longoni où la situation continue à s'aggraver. On l'a vu avec cette tarification qui est toujours impossible à appliquer. On verra ce qu'il en est tout à l'heure avec vous Pierre dans ce journal. Mais d'abord voici les titres de ce mardi 22 novembre. Les portes de nombreuses écoles de Lille sont encore restées closes ce matin. Entre la grève et la colère des parents, la situation ne s'arrange pas. Nous nous sommes ainsi rendus à Iloni, qui reste fermé depuis bientôt 3 semaines. Les parents d'élèves dénoncent l'application des rythmes scolaires dans cette école qui fonctionne en rotation. Le maire de la commune a saisi l'instance de l'éducation, tandis que les parents d'élèves continuent d'exprimer leur ras-le-bol. Reportage en ouverture de votre journal. Le grand colloque sur l'aménagement et le logement à Mayotte, organisé par la DEAL, a débuté ce matin. Objectif, mobiliser l'ensemble des acteurs afin de concrétiser les projets répondant aux grands défis du territoire. Croissance démographique soutenue, foncier rare, forte densité de population, surface constructible en quantité limitée, les problématiques sont nombreuses, mais les projets aussi. Zoom sur un événement qui fera peut-être aboutir les projets importants du territoire au cours de cette édition. Côté musique, à Mayotte, la 3e édition du Festival des îles est en préparation. Le 2 et 3 décembre, le Café Room de Combani accueillera une nouvelle soirée-concert. Masque à gaz, Les Empaffés, LG Massy One Folk ou encore Mtsambo Rock. Artistes de musique rock celtique et artistes locaux vont se produire lors d'un festival unique en son genre. Plus d'informations à la fin de votre journal. Cette journée aura de nouveau été agitée dans certaines écoles élémentaires de Lille, notamment dans celles de Tchevani, Koungou Baobab, Kangani ou encore Koungou Plateau, des établissements toujours fermés. Mais ce matin, c'est du côté d'Iloni que nous nous sommes rendus, puisque cela fait près de 3 semaines qu'aucun enfant n'aura été accueilli dans cette école. Une situation qui découle en effet du ras-le-bol des parents et qui pointe du doigt une fois de plus l'application des rythmes scolaires dans une école en rotation. Ils en appellent ainsi au maire de la commune pour y mettre fin. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La colère est à son comble du côté de l'école élémentaire d'Iloni. Depuis bientôt 3 semaines, les parents d'élèves bloquent l'établissement et réclament la suspension immédiate des rythmes scolaires dans cette école en rotation. Le devenir de nos enfants sont en danger. Pourquoi le devenir de nos enfants sont en danger? Vous savez bien, quand on met en place les rotations et les rythmes scolaires, qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont obligés de venir à 7 h, repartir à 10 h, revenir à 13 h et puis repartir à 15 h. Donc, vous savez bien que les écoles d'Iloni, ils sont à proximité d'une route nationale sur laquelle les véhicules passent à toute vitesse. Donc, les risques d'accident, ils sont évidents. Donc voilà. Puis, dans un premier temps, quand il y a rotation, il faut qu'il y ait des animateurs pour qu'ils puissent garder les enfants en animation pendant la pause méridienne. Il y a tout ça, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas des animateurs, il n'y a pas les animateurs, il n'y a pas le repas chaud, il n'y a pas les dortoirs. Donc du coup, nous, on dit non, on n'en veut pas de ce rythme scolaire qui est à 2 balles ici à Mayotte aujourd'hui. Les parents d'Iloni se plaignent des difficultés rencontrées à la fois par les enseignants, les parents, mais aussi les élèves. En effet, selon cette maman, les enfants errent des heures durant en attendant le retour en classe. amba wabaki ubavu harma 9h au harma 10h ta lera yao iparu aregel koli na wanatu wa moja malagoni waka kwa msinoru wantu wa inshiu harna pubeli mana nguza wezo katotro wala kafsita zana babo mana shahula za wanata wao wasiderizipi hao riwavingia zoronde riwavazo likoli imagine shahula ya pihora bwasubihi yatulo harna kuvetia mpira yandra ya balata lera mwanamta atola alkoli ajairenge aile wala kafsifirigo kavurien ditu wavoide manar dayu bantaizana kazivo wa suspend wa ilisharabu za kote ata wakati itoka mahaitoka omba wana izana zote ya ristimu scoleri avoi regesi bevani kamwe pour moment karsita. Après des jours de blocage, ce matin la colère était vive du côté des parents d'élèves qui exigent que le maire de la commune de Dembéni
leur viennent rapidement en aide. Oui, les tensions montent parce que ça fait 3 semaines qu'on est en négociation pour que le vice-rectorat puisse arrêter la mise en place des rythmes scolaires qui ne sont pas justifiés dans les écoles d'Iloni et de Hongojou qui sont à 100% en rotation. Donc nous, vu la motion qui a été signée en 2015 avec les maires, l'association des parents d'élèves et les syndicats des enseignants, on demande à ce que ce soit appliqué. D'autant plus que rien qu'hier, le maire de Dembéni a demandé au vice-rectorat, on a le document en appui, qu'ils puissent suspendre d'abord les rythmes scolaires parce que ces 2 écoles-là, ils sont à 100% en rotation. Donc on demande pourquoi le vice-rectorat, il fait du forcing pour justement mettre en place ce rythme scolaire qu'on sait bien qu'il n'apporte rien à nos enfants. En fin de matinée, une délégation s'est rendue à la mairie, tandis qu'une rencontre a eu lieu avec une inspectrice de l'académie. Mais pour l'heure, les mêmes blocages se répètent aux 4 coins de l'île, avec des rythmes scolaires qui n'en ont pas fini de faire parler d'eux. Alors, autre conséquence de ces blocages, des opérations qui étaient prévues notamment par l'ARS en matière de lutte antivectorielle ont été annulées en raison d'écoles fermées. Notre invité Patrick Raberson va nous en dire plus. Oui, en fait, avec l'arrivée de la saison des pluies, comme chaque année, on a programmé avec la mairie, avec en particulier aujourd'hui, l'école primaire de Chikoni 4, qui devait concerner toutes les classes de l'école. Les élèves devaient venir accompagnés de leurs parents pour qu'on puisse un peu les sensibiliser à cette problématique de moustiques, à Mayotte en particulier, les moustiques qui peuvent transmettre des maladies comme la dengue ou le chikungunya. Alors justement, ces opérations vont continuer puisque demain d'autres sont prévues. Alors comment ça va se passer? En quoi cela consiste-t-il vraiment? Donc là, c'est une sensibilisation, mais en termes de précaution, que faut-il dire aux usagers, à la population en général? Oui, en fait, juste pour souligner que c'est une action qu'on fait au quotidien, mais là, on voulait vraiment toucher un certain nombre d'élèves avec leurs parents, etc. Et donc, comme les moustiques dont je parlais tout à l'heure, ce sont des moustiques qui transmettent les maladies comme la dengue, et ils se reproduisent dans l'eau. Tous les moustiques se reproduisent dans l'eau, mais ces moustiques-là en particulier, que tout le monde connaît sous le nom de moustique tigre, ou son cousin aussi, qu'on appelle communément le moustique de la fièvre jaune, se reproduisent dans des petites collections d'eau, dans tout récipient qui peuvent contenir de l'eau. Je citerai entre autres ce qu'on connaît tous un peu, les canettes, tous les déchets qu'on trouve dans les rues, autour de là où on habite, je veux dire chaque habitant. Il y a les petits récipients qu'on oublie dans la cour, comme les seaux, les différents récipients où certains stockent de l'eau, les vieux pneus, etc. Et là, quand il va pleuvoir, ça va contenir de l'eau et il y a un risque de prolifération de ces moustiques. Donc comment faire? Déjà nettoyer autour de soi, ne pas laisser tous ces récipients que j'ai cités tout à l'heure dans la cour, nettoyer. Mais là, il faut vraiment une participation de tous, les habitants également, les mairies et autres, pour tout nettoyer, ne pas laisser traîner tous ces déchets comme les canettes, les bouteilles, etc. À part ça, il faut aussi, ceux qui ont des gouttières, vérifier que ce ne soit pas bouché, que l'eau s'écoule bien. Et donc tout ça, s'il faut vraiment garder de l'eau, stocker de l'eau, il faut prendre le minimum de précautions, c'est-à-dire les couvrir, ne pas laisser les moustiques pondre dans cette eau-là. Après, vraiment vérifier. Ça aussi, on oublie souvent. Il y a des gens qui ont des fleurs chez eux, les vases à fleurs. Les moustiques dans nos pays tropicaux, ça prend 1 semaine pour que ça arrive à l'état adulte. Donc, au moins, changer l'eau 1 fois par semaine pour ces fleurs qui sont dans les vases. Alors, quand bien même ces précautions auraient été prises et que justement les moustiques sont là, comment faire? Est-ce qu'aujourd'hui on peut détecter, comment détecter en fait des piqûres de moustiques qui auraient notamment transmis la dengue et autres? Comment ça se passe? Oui, en fait, quand un moustique qui est infecté par le virus de la dengue, par exemple, a piqué une personne, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le virus se multiplie dans son organisme et après un certain nombre de jours, ce moustique-là, ce sont que les femelles qui sont dangereuses, donc il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, ce moustique femelle va piquer une personne qui est saine, qui n'est pas malade,
Et après quelques jours, 5 jours à une semaine, la personne, si elle est infectée, va avoir la fièvre. En premier lieu, c'est la fièvre. La fièvre. Dès qu'on voit de la fièvre, Voilà. après les Donc, dès diagnostics. qu'on a de la fièvre, il faut aller voir son médecin qui va faire le diagnostic, proposer au besoin des tests, des analyses de sang, etc. Alors aujourd'hui, l'ARS fait beaucoup de choses pour lutter contre justement ces moustiques. Et au niveau de la population, est-ce que vous avez l'impression que le message passe ? Après, ça dépend. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Et ça, c'est pas seulement à Mayotte, hein. L'histoire de sensibiliser la population, c'est très, très difficile. C'est vraiment de très longue haleine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, comme on dit toujours, ne laissons pas les moustiques s'installer. La lutte contre les moustiques, c'est l'affaire de tous. C'est vrai qu'il y a la lutte antivectorielle. Mais il faut vraiment que la population y mette du sien pour ne pas laisser tous ce qu'on appelle gîtes à moustiques, c'est-à-dire là où ils se reproduisent. L'aide de la mairie, la participation de la mairie pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Donc il est vrai que c'est très difficile, mais on y croit et on va y arriver. Merci beaucoup Patrick Rabarisson. Je rappelle que vous êtes le responsable du service de lutte antivectorielle à l'ARS. En tout cas, des précautions sont à prendre en cette saison des pluies à ne pas oublier. Et direction maintenant le port de Longoni où les choses sont encore loin de s'arranger. En effet, en l'absence d'arrêté validant la tarification de l'outillage public, la société MCG n'est plus en mesure de facturer ses clients. Le port reste pour l'heure ouvert, mais certains conteneurs sont à quai en attendant qu'une solution alternative soit trouvée. Une rencontre a ainsi eu lieu aujourd'hui entre les transitaires et le délégataire du port. Preuve que la situation est vraiment très tendue. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les choses ne s'arrangent pas au port de Longoni. La tarification officielle de l'outillage public n'ayant toujours pas été délivrée par le conseil départemental, le flou artistique demeure. Les containers pourraient ainsi rester à quai dès demain si les transitaires n'acceptent pas de se plier à la tarification proposée par MCG. On a trouvé un système. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une réunion avec les transitaires. Oui. On a trouvé un système. Si un transitaire accepte qu'il ne va pas contester le fait de facturer, on laisse la personne, la société, récupérer ses conteneurs. En clair, ceux qui acceptent les tarifs proposés par Idanel pourront sortir les conteneurs. Ils sont validés qui étaient en cours jusqu'à aujourd'hui. Les autres ne pourront pas sortir les conteneurs. Tout à fait, parce que si elle facture, si MCG facture, la personne peut très bien aller au tribunal pour demander à ce qu'elle soit remboursée. Donc, elle ne peut pas facturer. Et puisqu'elle ne peut pas facturer, elle ne peut pas effectuer des mouvements des conteneurs. Autre problème dénoncé par MCG, l'agrément délivré à la société Manuport. Le tribunal administratif a sommé le conseil départemental de le fournir dans un délai de 2 semaines, ce qui a été fait au dernier moment, mais en aucun cas selon les termes convenus, si l'on en croit les propos de Jacques Martial Henry. L'ordonnance du juge elle-même fixait les conditions. Donc, le courrier du président devrait reprendre uniquement les conditions qui ont été fixées par le juge. Seulement, ils ont rédigé un courrier en mettant d'autres conditions que le juge n'a pas fixées. Et en mettant aussi des éléments qui rendent le contenu du courrier complètement équivoque. Et ça, c'est grave. On a vraiment affaire à des agents du conseil départemental qui ne faut que bloquer. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement MCG qui est bloqué à Mayotte pour pouvoir travailler et pour pouvoir développer Mayotte, mais c'est tout le monde. L'ancien conseiller général s'en prend ainsi aux agents en charge du port. Selon lui, leur incompétence est à l'origine des blocages successifs à Longoni. Lorsque vous prenez Ismaël Ben Baraka qui travaille au SMIAM et qui n'a construit aucune école jusqu'à ce que le SMIAM a été déclaré en faillite, vous le nommez DGA et qu'il gère le port. Lorsque vous prenez une psychologue pour diriger le port côté conseil général, c'est normal qu'on se retrouve dans cette situation. Donc, si le président ne comprend pas qu'il doit d'abord faire un jury pour recruter des directeurs, mais qu'ils sont nommés par des affinités et qu'ils se croient aujourd'hui plus forts que les élus, ça c'est très grave.
je suis mahorais, je suis citoyen français comme tout le monde. Ce conseil départemental n'appartient pas à papa ou à tonton. C'est le conseil départemental de tout le monde. Donc nous constatons qu'aujourd'hui, on a affecté des agents qui s'occupent du port, qui n'ont pas la compétence et qui ne comprennent pas du tout les enjeux et qui mettent en péril le développement de ce pays. Concernant l'outillage, le conseil départemental a proposé l'arbitrage d'un expert indépendant, mais cela ne devrait pas se faire avant la fin de ce mois, voire le début du mois de décembre. Et d'ici là, certains containers risquent fort de s'entasser sur les quais de Longoni. Alors les choses se compliquent, Pierre, on l'a dit déjà depuis plusieurs semaines et là on voit que c'est les transitaires qui sont vraiment embêtés et ça va avoir des répercussions sur la population. Oui, alors en tout cas, c'est effectivement c'est le risque. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une réunion. Il l'a dit ce matin, il l'a expliqué, il l'a évoqué. Et il a dit que la plupart des transitaires étaient tout de même favorables à une application des prix tels qu'ils ont été présentés au conseil départemental, avec ce fameux arrêté qui a été retiré, mais qui a été dans un premier temps validé. Aujourd'hui, la réunion a été plutôt positive. La plupart des transitaires quasiment tous ont signé une décharge, affirmant qu'ils allaient se tenir à ces prix et qu'ils allaient les respecter et qu'ils n'allaient pas attaquer MCG en justice par rapport au fait qu'il n'y a pas de prix valide, en tout cas des prix officiels avec un arrêté. Il faut savoir aussi que ce qui posait problème, ce n'est pas l'ensemble de l'outillage, ce sont les grues et les RTG. Pour le reste, les autres prix avaient été validés déjà auparavant. C'est ces deux outils-là qui sont quand même les outils les plus importants, ceux qui ont coûté énormément d'argent à MCG. On le sait, ce matin il l'expliquait, MCG est dans une situation compliquée parce qu'elle a plus de 300 000 € à rembourser chaque mois et la manutention elle ne l'a toujours pas. C'était son objectif principal depuis des mois et des mois et l'agrément vient tout juste d'être délivré. Il expliquait ce matin que c'est compliqué parce que les termes qui étaient espérés et que le juge avait ordonné n'ont pas été respectés par le conseil départemental. Donc effectivement, c'est une situation conflictuelle entre le délégataire et le délégant. C'est assez inédit ce qui se passe sur notre territoire, sur le territoire français, parce que c'est assez hallucinant. On est là à se demander comment peut-on en être arrivé là 3 ans après. Qu'est-ce qui s'est mal passé donc voilà, et on le voit, de plus en plus de politiques surfent sur cette question du port de Longoni, parlant d'un grand port maritime, même au niveau national, on le voit. François Fillon, qui est arrivé en tête de la primaire, des primaires de la droite et du centre, a parlé d'un grand port maritime, c'est ce qu'il souhaite pour Mayotte. Donc c'est une situation très très compliquée où effectivement la population à chaque fois qui est en plein milieu, puisqu'on est dépendant de ce port, de ce poumon économique, elle est souvent soumise à ce genre de désagréments. Est-ce que justement le conseil départemental n'essaie pas de gagner du temps pour justement avoir MCG à l'usure quelque part ? Oui, alors ça, effectivement, c'est une hypothèse. Maintenant, selon Jacques-Martial-Henry, pas du tout. C'est l'incompétence qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un conflit, un conflit d'intérêts ou un conflit de personnes entre Idanel ou le président du conseil départemental. C'est que les choses ne sont pas suffisamment bien gérées, les dossiers ne sont pas suffisamment bien ficelés, ça n'avance pas suffisamment vite. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que prochainement, il va y avoir des discussions sur ces prix. Parce qu'il faut aussi le rappeler, MCG a présenté des prix qui ont choqué énormément le syndicat des transitaires. Tous les transitaires se sont dit mais d'où sortent ces prix ? Qu'est-ce qui les justifie ? Donc effectivement, il va y avoir une rencontre avec des experts des deux parties, comme ça se fait logiquement, avec la partie du conseil départemental, la partie MCG. Ils vont devoir s'accorder sur des prix, seulement ça va se faire à la fin de ce mois, début du mois prochain, à Paris, ce qui a posé problème pour Idanel. Elle ne comprend pas pourquoi ça ne se passe pas sur le territoire. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est une situation conflictuelle, sans cesse. Lorsque c'est pas MCG Smart, c'est le département Smart. Et puis finalement, ce port de Longoni qui devrait être le poumon, qui devrait tourner à plein régime, aujourd'hui, il est complètement à l'arrêt tous les mois. Donc c'est une échéance du 31 décembre, bien sûr. Avec cette échéance, bien sûr, il faut rappeler quand même cette échéance du 31 décembre et peut-être la fin de la Smart qui va perdre le contrat qui le lie à la CMA-CGM, qui est l'un des plus gros importateurs et les plus importants importateurs de l'île, qui représente 70% du marché local. Donc il faut aussi craindre dans les toutes prochaines semaines des mouvements du côté de la Smart. Alors une situation que nous suivons avec la plus grande attention, bien sûr.
Et le grand colloque organisé par la DL sur la thématique de l'aménagement et du logement à Mayotte a débuté ce matin à l'hémicycle Younoussa Bamana et se tiendra jusqu'à jeudi. Communes, conseil départemental, chambre consulaire, services de l'État et autres acteurs du privé vont ainsi se mobiliser leurs forces pour passer à l'action et concrétiser des projets répondant aux grands défis du territoire. Et en marge de ce colloque, le préfet de Mayotte, le président du conseil départemental et le président de l'association des maires de Mayotte ont signé ce matin le plan logement outre-mer dont l'objectif est de relancer la politique du logement dans les territoires ultramarins. Les précisions avec Adèle Laurent. Croissance démographique soutenue, foncier rare, forte densité de la population, territoire montagneux avec des surfaces constructibles en quantité limitée, les problématiques rencontrées en termes d'aménagement et de logement à Mayotte sont nombreuses. Le colloque Aménager et agir ensemble a donc vocation à réunir les acteurs de l'aménagement et du logement de Mayotte afin d'échanger sur les enjeux spécifiques du territoire. Paul Delduc, le représentant du ministère de l'Environnement et du Logement, nous en dit plus sur les projets en cours et les moyens alloués par l'État. L'État est impliqué et motivé pour accompagner Mayotte dans son développement urbain et particulièrement dans les sujets de logement que nous évoquerons pendant ce colloque. D'une part, effectivement, il y a des moyens financiers pour la création de logements à travers la ligne budgétaire unique du ministère des Outre-mer, mais l'autre élément, je pense, important, c'est la mise en place d'un établissement public foncier et d'aménagement pour Mayotte qui permettra à la fois de libérer du foncier pour les projets et d'autre part d'être l'aménageur d'un certain nombre de ces projets. En effet, cet établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte pourrait assurer la réalisation de 20% des besoins de logement du territoire. Ce matin, le plan logement outre-mer a également été signé par le préfet de Mayotte, le président du conseil départemental et le président de l'association des maires. L'objectif de cet accord territorial est de lancer une dynamique de partenariat autour des politiques du logement dans le département. Ce plan est un plan opérationnel qui prend en compte à la fois la question du foncier, puisque le premier axe, c'est libérer du foncier au travers de différents outils, et notamment l'établissement public foncier qui va se mettre en œuvre. C'est aussi relancer la construction du logement social, c'est accompagner les familles dans l'accession à la propriété. C'est aussi un autre enjeu qui est celui de la transition énergétique et de concourir aux économies d'énergie. Libérer et aménager le foncier, améliorer le parc existant, favoriser la construction neuve de logements de qualité. Cet accord constitue également un outil pour les politiques locales, comme nous l'explique Mohamed Bakar. Le premier besoin de la population, c'est le logement, ensuite c'est le travail. Donc nous avons signé ce plan, bien entendu, pour permettre aux différentes collectivités d'avoir des moyens et des outils leur permettant bien entendu de construire des logements, mais aussi de lutter contre l'habitat indigne et d'aménager le territoire. Selon une enquête de l'INSEE publiée en octobre dernier, plus d'un logement sur 3 est un logement en tôle. 3 logements sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable et 2 logements sur 3 sont suroccupés. L'État s'est donc doté d'outils comme ce plan logement, le programme européen ou encore le schéma d'aménagement régional. Mais ceux-ci ne sont pas pour autant des solutions miracles. Nous sommes dans une situation de course-poursuite entre d'une part la croissance démographique et d'autre part notre propre capacité à construire le logement. Et que ce rythme-là est élevé. Donc il ne faut pas sans doute exagérer en disant que cette signature va mettre fin à la pénurie, mais elle va réduire considérablement par une perspective de rattrapage notre déficit en matière de logement. En 2016, 15,6 millions d'euros ont été alloués à Mayotte pour construire 300 logements. Pourtant, le gouvernement s'attend à un doublement de la population mahoraise à l'horizon 2040. Et les besoins annuels sont évalués à environ 2750 logements produits par an à court terme et 2200 logements par an d'ici 2030. Un long travail reste donc à mener. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 22 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref.
Au vu des résultats du premier tour des primaires de la droite et du centre, François Fillon semble en passe de remporter la mise. Un résultat surprise pour un candidat qui n'aura récolté que 60 voix à Mayotte. Et quant à son programme pour l'île-Lagon, voici sa vision des choses, je cite « Je veux redresser la situation de Mayotte, apporter des réponses volontaristes en matière d'éducation, assurer la protection de l'enfance en danger à Mayotte, adopter un schéma de financement pérenne pour les collectivités mahoraises, donner la priorité à la relance de l'investissement public, transformer le port de Mayotte en grand port maritime d'outre-mer. » François Fillon ne s'étend donc pas sur la question de l'immigration, du droit du sol ou de l'insécurité, englobant ces questions à son programme pour l'outre-mer, sans véritablement réserver de spécificité pour le 101e département. Il faut dire que le candidat ultralibéral et conservateur ne semble pas faire du 101e département sa priorité de campagne. L'INSEE fait peau neuve, du moins en ce qui concerne son site internet. Selon Jamel Mekawi, chef du service régional de Mayotte, une modernisation en termes de charte graphique, de facilité de navigation, d'accès simplifié aux publications de l'INSEE et d'harmonisation de présentation des produits a été entreprise. Depuis hier, l'INSEE arbore donc son nouveau site internet qui se veut plus intuitif. Toute l'offre du site est désormais rassemblée dans une seule et même rubrique statistique. Une recherche multicritère permet à l'utilisateur de trouver les produits qui l'intéressent en activant plusieurs critères: thème, niveau géographique, type de produit, collection. Un moteur de recherche à facettes plus performant permet également de classer les résultats, toujours selon les critères voulus, tandis qu'un responsive design permet de consulter le site aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou smartphone. Vendredi dernier, l'agence mahoraise d'événementiel Bouche à Oreille a participé au Créatif 2016 à la Cité des Arts de Saint-Denis de la Réunion. Ce concours annuel des agences de publicité de l'océan Indien et des dom-toms réunissait de nombreux professionnels du secteur. Et Bao ne sera pas reparti les mains vides puisque la société a remporté le premier prix dans la catégorie événements Mayotte avec la plateforme partenariale de SFR sur les tournois Ramadan 2016. Seul représentant du 101e département, Bao a logiquement été intronisé agence mahoraise de l'année 2016. Félicitations à toute l'équipe et rendez-vous l'année prochaine pour, espérons-le, toujours plus d'agences mahoraises. Et on termine cette édition avec un festival à venir les 2 et 3 décembre prochains. Le Café Room de Combani va accueillir la 3e édition du Festival des îles dédié au rock celtique. Massagaz, les Empaffés, LJ ou encore Mtsamborok. Les artistes vont faire voyager les spectateurs lors d'un événement unique et qui devrait ravir les aventuriers. À ce titre, une conférence de presse s'est tenue aujourd'hui afin de présenter ce festival pas comme les autres. Un sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Ce matin et dans le cadre du 3e Festival des îles qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains, le gérant du Café Room Maskati Ibrahim et quelques artistes locaux ont invité les médias pour parler de cet événement unique. En effet, l'organisateur a souhaité nous en dire plus sur cette nouvelle édition qui aura notamment pour thème le rock celtique. L'objectif exact, c'est de donner du temps de scène aux artistes des îles, puisque aujourd'hui, nos amis qui nous viennent de l'Orient, qui sont des Bretons, ils ont plein d'îles à côté et ils se produisent dans plein d'îles. Et ce sont des gens qui aiment l'aventure, ils aiment la mer, ils aiment le voyage. Et c'est pour cela que ça colle parfaitement à l'esprit de ce festival. Cette nouvelle édition promet beaucoup et ravit déjà les artistes qui vont se produire au Café Room. En effet, ce festival des îles englobe les valeurs de partage et d'échange culturel chères aux artistes locaux. Moi, je suis très content de pouvoir participer à ce festival des îles. Ça va amener un petit peu de culture sur Mayotte et notamment un petit peu dans le nord, où on n'a pas beaucoup d'événements qui se produisent régulièrement. Ça va permettre aussi de rencontrer d'autres musiciens. Donc, de mon point de vue, je suis très content de pouvoir participer à une rencontre comme ça. Et puis j'espère que ça nous fera rencontrer aussi d'autres gens qui nous donneront envie de jouer dans d'autres lieux. Avant même cette grande fête de la musique, certains se projettent déjà dans l'avenir. En effet, l'événement prend de l'ampleur au fur et à mesure des éditions. Et l'artiste LJ promet un avenir radieux pour ce festival.
L'année prochaine, Inch'Allah, je crois bien qu'on va encore améliorer sur ce festival pour que puissent les gens en fait, qui sont un peu ailleurs, de gauche à droite, qui viennent nous soutenir. Et on a pas mal besoin aussi des gens qui adorent ce genre de projet, qui nous contactent, qui nous fait signe, qui nous check, et puis finalement on sera capable de faire un peu tout. Pour tous ceux qui souhaitent assister au festival, rendez-vous est pris les 2 et 3 décembre prochains, lors d'un festival qui promet de faire voyager tous les participants. Rendez-vous est donc pris. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain, lors de la matinale, avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente suite de programme à vous sur KTV et à demain.